Bienvenue dans l'édition de ce vendredi 7 mai 2021. Bonjour à tous. Aucune sage-femme ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom du présumé père si la femme n'apporte pas, au moment de l'accouchement, la preuve de reconnaissance de la grossesse. L'acte de paternité est désormais obligatoire au Bénin. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment y arriver. C'est un sujet qui fait couler depuis quelques jours beaucoup d'encre et de salive. Au Bénin, il est désormais exigé au couple, le géniteur notamment, l'attestation de paternité avant la naissance du bébé. Désormais donc, l'obtention de l'acte de naissance d'un bébé est subordonnée à la présentation du certificat de paternité pour les couples non mariés devant la loi. Quel problème vient résoudre une telle réforme? Ne sera-t-il pas sujet à des problèmes de société? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagüeto. Depuis ce 1er avril, cette sage-femme fait usage de nouvelles méthodes pour enregistrer les naissances. Zouleyat doit désormais se servir de nouvelles fiches et les consignes reçues sont très fermes. Les nouvelles fiches ont de numéros de déclaration qui se fait en ligne. Et tant que le monsieur ne reconnaît pas qu'il est l'auteur de la grossesse, nous ne pouvions pas ajouter son nom. Elle ne remplira donc pas la partie concernant le père de l'enfant si la mère n'apporte pas cet acte qui dit qui est le père de l'enfant, l'acte de reconnaissance de paternité, une pièce obligatoire pour les couples non mariés devant la loi. Cette obligation, déjà prise en compte par un code datant de 2015, est aujourd'hui plus clarifiée par une autre loi du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Dans la législation béninoise, cette pratique elle a cours depuis quelques années déjà. On va se référer à la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Et relativement à cela, il était depuis son avènement remis aux femmes enceintes la fiche de déclaration de paternité. Aujourd'hui, cette donne reste d'actualité, à part le fait qu'il est demandé à l'homme, après avoir rempli la fiche de reconnaissance de paternité, de se rendre dans un état civil pour poursuivre les démarches. Pour le législateur, un tel acte va faciliter l'enregistrement de chaque enfant au registre national des personnes physiques, une mesure approuvée par cette responsable de la mairie de Cotonou. Vous voyez les actes de naissance qui circulent dans les temps anciens, souvent, ils ne sont pas enregistrés dans le registre de l'état civil. Et ce sont les agents indélicats qui le font souvent. Et il y a beaucoup de Béninois, de citoyens béninois qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas date de naissance. Du coup, avec cette reconnaissance de paternité, l'enfant qui naît a d'office son acte de naissance. Et beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, seront réglés. La prise de l'acte de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle. Ce sociologue voit naître en cette réforme d'autres problèmes de société, surtout pour les populations reculées. Vous savez, il y a des gens, les moyens sont disponibles, on dit venez volontairement déclarer vos naissances, vous n'avez rien à payer, mais malgré ça encore les gens résistent. Donc je fais partie de ceux qui se posent encore un certain nombre de questions. Est-ce que ce nouveau dispositif, ce nouveau document qui est introduit, est-ce qu'il ne va pas participer à empirer la situation? Les jours à venir pourront sûrement donner réponse à cette interrogation. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de l'état civil et de l'identification en général, en vue d'atteindre l'un de ses objectifs phares, faire du Bénin une plateforme de services numériques dans la sous-région.
On parle environnement à présent. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. Désormais, il propose une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Les précisions dans ce reportage de Edmond Rongon et Amandine Aliambosso. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc, nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Le climat et la météo sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répondre l'engrais. Un agrométéorologue nous édifie. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues,
quelles sont les variétés qu'il faut choisir. C'est là où c'est important ça. Donc nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord ? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Les informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, une compilation des faits marquants de l'actualité internationale réalisée par Émile Azokputa. 1 kilo de noix de cajou contre 1 kilo de riz. Cela s'appelle du troc et ça se passe en Guinée-Bissau. Cette pratique bat son plein en ce moment. Elle est spécifique au pays et vitale pour les producteurs. La pratique est tolérée parce qu'aucune alternative n'existe. Le troc fait partie de l'histoire même de la culture de cajou en Guinée-Bissau et a donc toujours résisté. Le réseau commercial dans certaines zones du pays est très pauvre et les routes en très mauvais état. 90% de la production de cajou se vend ou se troque au portail même des plantations. En République démocratique du Congo, le principe du monopole d'achat du cobalt artisanal accordé à l'entreprise générale du cobalt, EGC, divise les coopératives minières artisanales dans la région du Katanga. Pour les unes, ce principe risque de les étouffer. Pour les autres, ce monopole de l'ECG, une entreprise publique, permettra d'assainir la chaîne d'approvisionnement de ce minerai stratégique. Il reste aux exploitants artisanaux 5 mois pour se conformer à la loi. Cette entreprise publique, créée en novembre 2019, aura désormais le monopole d'achat du cobalt artisanal. C'est près de 20% de la production globale du cobalt de la RDC et près de 2 millions de Congolais vivent à ce jour de l'exploitation artisanale du cobalt. EGC entend disposer un montant de 7,5 millions de dollars, soit environ 4 250 millions de francs CFA par semaine pour l'achat du cobalt. Selon le ministère des Mines, toute la production artisanale du cobalt devra passer par le centre de négoce construit à Kolwezi afin d'en assurer la traçabilité. Depuis la découverte du variant sud-africain à Madagascar, le taux de contamination est à la hausse. Environ 11 500 cas positifs et 200 décès par mois sont recensés, selon les chiffres officiels qui seraient largement sous-estimés. Entre la pénurie d'oxygène, le manque de médicaments et les hôpitaux saturés, la situation semble de plus en plus hors de contrôle malgré le relativisme affiché des autorités. Les premiers vaccins sont attendus sur l'île en fin de semaine. Au Sénégal, la campagne de vaccination semble souffrir de la polémique sur le vaccin AstraZeneca. Les candidats à la vaccination sont peu nombreux. Beaucoup de Sénégalais sont méfiants et boudent les centres de vaccination. Reportage. Centre de santé de Yoff, au nord-ouest de Dakar, l'un des principaux points de vaccination contre la Covid-19. La procédure y est gratuite, ouverte à tous et c'est sans rendez-vous que les volontaires peuvent se présenter. Mohamedou a reçu avec enthousiasme sa première dose de vaccin. Au Sénégal, il y a tellement de polémiques sur la vaccination. Vous savez, il y a certains qui croient, certains qui ne croient pas à cela. Mais moi, j'y crois vraiment. Avec cette vaccination, je pense que la maladie pourra vraiment reculer. Les Sénégalais sont loin de se bousculer pour se faire vacciner. En près de 2 mois, quelques 400 000 doses ont été administrées sur une population de près de 17 millions d'habitants. Méfiance, scepticisme ou même motif religieux en ce mois de Ramadan, les raisons sont multiples. Mohamedou est chauffeur de taxi. Je ne fais pas confiance au vaccin. Il faudrait me ligoter pour me vacciner. J'estime que je n'en ai pas besoin. C'est Dieu qui me protège.
Pour les autorités sanitaires, la campagne de vaccination souffre de la polémique autour du vaccin AstraZeneca en raison de ses très rares effets secondaires. Le vaccin est le seul actuellement disponible au Sénégal pour les premières doses. Le coordinateur du programme de vaccination se veut rassurant. En voyant que ce qu'on reproche au vaccin et ce qu'on présume ne se réalise pas, qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires avec ce vaccin qu'avec les autres. En voyant l'exemple des gens qui se font vacciner et qui n'ont pas de problème, je pense que ça peut aider aussi dans la communication pour rassurer les gens qui sont un peu sceptiques à se faire vacciner. Des doses supplémentaires d'AstraZeneca sont attendues d'ici les prochaines semaines. L'objectif du Sénégal, vacciner au moins 20% de sa population d'ici la fin de l'année. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.